Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport? Et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans la 122e émission de Et si on parlait de sport? Ici, le sport, ce n'est pas seulement une passion, c'est une histoire de défi, d'émotion, de partage. Chaque semaine, on vous emmène au cœur de l'action, aux côtés de celles et ceux qui font vibrer les terrains, les stades et les salles. Avec nous, ça bouge, ça respire, ça inspire et ça donne envie d'aller plus loin. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra, Sport Région et Dialogue Sport. Des alliés de confiance qui croient comme nous au collectif. Merci aussi à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs et consultants, toujours prêts à jouer le jeu et à faire vivre le sport autrement. Alors accrochez-vous, le coup d'envoi est donné et ensemble, Et si on parlait de sport? Au sommaire, en première mi-temps, aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers de la lutte avec notre invité Clément Gonzalez, président du comité Haute-Garonne de lutte et disciplines associées. Nous parlerons de son parcours, du rôle du comité, de la richesse des disciplines qu'il couvre, mais aussi du bilan de la saison écoulée, des projets qui s'annoncent pour développer la pratique de Haute-Garonne et en Occitanie. Nous mettrons également un coup de projecteur sur les championnats du monde de lutte 2025 qui se sont déroulés à Zagreb et des résultats de l'équipe de France. Nous ouvrirons une porte vers l'avenir avec un regard sur les grands rendez-vous de 2026 et des conseils pour les jeunes qui hésitent à se lancer sur les tapis. Alors restez avec nous, c'est parti pour une nouvelle rencontre autour d'un sport exigeant, passionnant et riche de valeurs, la lutte. Dans cette deuxième mi-temps, direction les plans d'eau d'Occitanie pour parler d'aviron, une discipline olympique en pleine dynamique avec entre formation des jeunes de haut niveau et ambition internationale. Avec nous trois invités, Luc Poncelet, président de la Ligue Occitanie d'aviron, Elisa Guilloton, jeune rameuse déjà titrée au niveau national et sélectionnée en équipe de France, et François Merillon, responsable du pôle France Espoir de Toulouse. Ensemble, ils nous parlent de l'avenir de l'aviron dans la région, de la nouvelle organisation du haut niveau après les Jeux de Paris 2024 et des grands rendez-vous à venir. Et en prolongation, on parle glisse urbaine avec un événement qui monte en puissance, le Pontlight Contest, deuxième édition du 17 au 19 octobre 2025. Pour en parler, nous recevrons Pierre-Louis Aubry, cofondateur de Culture Glisse et éducateur sportif spécialisé en sport de glisse. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec Clément Gonzalez. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui nous allons mettre en lumière une discipline qui allie tradition, engagement et modernité, la lutte et ses disciplines associées. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Gonzalez, qui est le président du comité départemental de Haute-Garonne de lutte, mais aussi président du TUC Lutte à Toulouse. Bonjour Clément. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Pour commencer, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours perso, ce qui t'a conduit à pratiquer la lutte en fait ? C'est un petit peu par hasard après les Jeux Olympiques de 2012, l'année où on a un Français qui fait une médaille de bronze, Steve Guénaud, pour le citer, parce que c'est vrai que je pense que... On se souvient de Steve Guénaud, tout à fait. Voilà. Et en fait, je viens du judo. Initialement, j'étais au judo, ceinture noire de judo, et puis je me suis un petit peu lassé des changements de règlement. Ça devenait très fermé, on pouvait plus faire grand-chose, donc je me suis intéressé à la lutte cette année-là. J'ai découvert ça à la fac, et très vite j'ai accroché en fait. C'était vraiment, en termes de liberté de mouvement, on pouvait absolument tout faire. Donc j'ai accroché, très rapidement on m'a mis sur de la formation, donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, animateur fédéral, entraîneur fédéral, plus tard le BPGEPS. Et depuis j'ai jamais lâché en fait, et toutes les disciplines associées aussi pareil, j'ai découvert un petit peu par hasard et j'ai complètement accroché. Après, à côté de ça, j'ai fait des études dans un premier temps en histoire. Puis, vu que le sport me plaisait de plus en plus, je suis parti sur une licence TAPS, comme un petit peu tous les sportifs. Et j'ai fini avec un master en sciences politiques.
encore autre chose. Et tu continues à pratiquer aujourd'hui, toujours en compétition ou en tant qu'entraîneur uniquement? Alors j'entraîne toujours et la compétition ça commence à être compliqué. Je viens d'avoir 35 ans, les petits bobos, une fille, donc c'est un petit peu compliqué, mais j'espère. C'est pas revenir. Incompatible, la fille et les bobos, c'est deux choses différentes. Non, mais le manque de sommeil c'est un petit peu difficile. Donc en fait, tu es arrivé. Comment tu es arrivé finalement? Parce que déjà, tu as un planning qui a l'air d'être serré, mais à occuper ce rôle de leader finalement du comité départemental ou de la région de Haute-Garonne. Un petit peu comme je suis arrivé à la présidence du club, en fait, j'étais très investi sur le club et on m'a proposé, donc j'ai dit oui. Et de la même manière, il y a un peu plus d'un an maintenant, on m'a pressenti pour prendre la relève de Didier Briseau qui était là depuis les années 80. Si je Que l'on salue, que l'on connaît, qui est venu dans cette émission. Bonjour à Didier. Donc j'ai accepté parce que c'est vrai que ça me tenait à cœur de lancer des projets, surtout avec ces disciplines associées que je trouve qu'ils sont un peu trop laissés de côté. Parce qu'on a la lutte, on a le grappling, on a le sambo, on a la lutte sur sable qui commence vraiment à bien prendre en France. Mais chacun un petit peu de son côté. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire. Alors je vais t'arrêter parce que là, tu as parlé d'un jargon assez rapide qui te paraît évident. Mais pour nos auditeurs, est-ce que tu peux un tout petit peu détailler l'ensemble de disciplines que tu viens de dire? Juste quelques mots sur chacune, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait cette culture que tu as toi et qu'on sent dans ta passion. Très simplement, il y a la lutte olympique, donc avec 3 disciplines. La lutte libre, laquelle on peut attraper le haut du corps, on peut attraper les jambes, projeter, maintenir au sol, etc. La lutte gréco-romaine, elle, c'est action du haut du corps sur le haut du corps. C'est-à-dire que je ne peux pas attraper une jambe avec ma main, je ne peux pas faire un croche-patte avec ma jambe sur la jambe de l'autre. Et la lutte féminine, grosso modo, c'est la même chose que la lutte libre. Donc ça, c'est pour la lutte olympique. Le sambo, c'est le sport de combat de l'armée russe. Donc il y a sa forme sambo sportif, qui est très proche du judo originel. Projection, des clés de bras, des clés de jambes. Et la forme combat, là par contre on est plus sur une forme de MMA mais avec veste. Donc on peut avoir des percussions poing, coude, pied, genou, coup de tête. C'est assez original mais en sambo combat c'est autorisé. Les frappes au sol et tout ce qu'on retrouve en sambo sportif, donc projection, étranglement en plus aussi pour le sambo combat. Donc on est très proche du MMA mais vraiment avec une veste. Donc c'est aussi très intéressant comme sport. Très peu connu et très peu développé en France, mais ça a le mérite, je pense, d'être un peu plus démocratisé. Il y a aussi le grappling. Donc le grappling, je pense que ça commence à parler à pas mal de monde, surtout avec le MMA, qui est en train d'exploser depuis quelques années maintenant. Mais on est sur une forme entre la lutte et le sambo. Donc on est en short et en t-shirt. On peut projeter. Quand on va au sol, on peut étrangler, faire des clés articulaires. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelques années, ils ont mis en place ce qu'on appelle le grappling gi, donc avec une veste. Donc on se retrouve vraiment sur une forme de judo en fait. No gi, juste short t-shirt, gi avec veste. Et pour finir, il y a la beach wrestling, donc la lutte sur sable. Donc ça, c'est assez récent. Sur la région, on a vraiment poussé pour que ça émerge et pour que ça se développe en France. Et ça se rapproche un petit peu des luttes traditionnelles qu'on pourrait trouver notamment en Afrique. Donc on est sur du sable, il n'y a pas de lutte au sol. Dès qu'on a un appui qui va au sol, il y a un point qui est concédé, on se relève. Dès qu'on sort du cercle, un point est concédé, on revient au centre. Et quand il y a une projection et on tombe plat dos, victoire totale, le match est fini. Donc voilà, après il y a le gouren, mais c'est plutôt en Bretagne, la lutte traditionnelle bretonne. Donc pour ma part, j'ai jamais essayé, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est. Donc voilà, ça nous permettait d'avoir un aperçu de ces fameuses disciplines dites associées à cette lutte. Bien sûr, on a plus en tête la lutte, on va dire olympique, dont tu parlais tout à l'heure. Le rôle du comité départemental Haute-Garonne, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses missions? En complémentarité avec la Ligue, j'imagine, vous travaillez tous ensemble? Complètement. En fait, tout simplement, le comité régional va couvrir l'ensemble de la région et le comité départemental va servir un petit peu de relais, plus sur le plan local, sachant que dans tous les départements, il n'y a pas forcément un comité départemental. Donc là, c'est vrai qu'on est quand même un gros département, donc c'est important d'avoir un relais. Mais globalement, les missions, ça va plus être de l'accompagnement des clubs. On ne va pas imposer aux clubs de faire telle ou telle action, mais plutôt les accompagner, les encourager à, surtout suivre tout ce qui va être les politiques publiques, pour aller chercher tout ce qui va être subvention ou l'accompagnement sur la performance, etc. Ça, c'est grosso modo, c'est ça. Après, c'est vrai que le comité régional, si on doit brièvement rappeler les missions, on est beaucoup sur la féminisation de la discipline. De manière générale, le sport est quand même un petit peu sous-représenté chez les femmes.
Les sports de combat, c'est encore plus compliqué. Et la lutte, voilà, c'est vraiment très difficile d'avoir des filles. Bon, alors, culturellement, en France, aussi peut-être vers chez nous, c'est un peu plus difficile. Je sais que dans le Nord et à l'Est, surtout dans le Nord, il y a quand même plus de filles qui pratiquent. Mais donc, une des missions principales, c'est pousser à cette féminisation de la pratique. Au niveau national, il y a des choses qui ont été mises en place, mais aussi au niveau régional. Après, tout ce qui va être l'aspect citoyenneté et inclusion, donc ça, c'est vrai qu'on travaille beaucoup à ça. Avec tout ce qui va être avec les jeunes de quartier, personnes en situation de handicap, on essaie vraiment aussi de développer toute cette activité. Le haut niveau, c'est aussi une des missions du comité régional, accompagner les clubs à la performance, donc mettre en place tout ce qui va être des détections, mettre en place des stages de performance pour préparer les différents championnats de France féminin, gréco, libre. En général, on a la chance dans la région d'avoir un CREPS, Font Romeu, donc on travaille un petit peu main dans la main avec eux. Et après, vraiment, l'axe majeur de ces, je dirais, 3-4 dernières années, c'est la beach wrestling. C'est vraiment une discipline post-Covid, en fait. On s'est rendu compte que pratiquer en extérieur, c'était vraiment très intéressant pour beaucoup de personnes. Même en général, quand on pratique la lutte, le grappling, le sambo, on se retrouve enfermé dans des gymnases et personne ne voit ça, en fait. On est entre nous, les gens qui sont dans les gradins, c'est les personnes qui accompagnent, les entraîneurs, etc. Et à l'extérieur, pour avoir moi-même participé à des compétitions, on se rend compte que les gens s'arrêtent en bord de plage et qui viennent regarder un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment un des axes majeurs du développement de la lutte sur la région. Oui. Combien de clubs à peu près sur l'Occitanie, t'as une idée ? 39 en Occitanie, et alors le dernier chiffre que j'ai regardé sur le département, on était à 8 clubs, donc tout confondu, lutte, sambo, grappling. En général, on est plutôt sur une discipline par club. Tu as un rôle important aussi au sein du Toulouse Université Club de lutte. Donc ça fait encore un petit peu de choses sur les épaules, ça. C'est ça, le tout bénévolement, évidemment. Président depuis 2015, juin 2015, et entraîneur, j'ai commencé en 2014, après avoir passé mes premiers diplômes d'animateur. Ouais. Donc j'entraîne en lutte, et depuis l'année dernière en sambo aussi. Ouais. Alors si on veut te retrouver, c'est à quel endroit ? Comment ça se passe pour le TUC ? Alors on a un site internet, tuclutte.fr, tout simplement, ou sur Instagram, c'est tuc.lutte. Voilà. Donc vous pouvez me contacter, c'est moi en général qui réponds. L'entraînement se passe à quel endroit ? On est au Mirail, on est juste derrière l'université du Mirail, au COSEC du Mirail. Donc en fait, on appelle directement sur ce numéro-là et on va te trouver. Tout à fait. Un petit peu le bilan de la saison qui vient de se passer sur le plan départemental et du TUC. Est-ce que tu as un peu des petites choses à nous raconter de ce qui s'est passé sur cette saison, aussi bien compétition, résultats ? Il s'est passé pas mal de choses. Donc, comme je disais, on essaie aussi de travailler sur tout ce qui va être lutte adaptée, donc avec les publics handicapés. Il y a un très gros travail qui est fait par Philippe Pardon, qui est sur la ville de Sète. J'ai regardé rapidement les résultats, je ne les ai pas tout en tête. Je crois qu'il y a eu 25 médailles, dont 16 en or sur la région, donc ce qui est assez conséquent. Ça, c'était au championnat de France. Championnat de France, voilà. Tout à fait, lutte adaptée. Fédération française du sport adapté. On reste sur le plan sportif. Bon, je ne vais pas pouvoir citer toutes les médailles qu'il y a parce que on a un très gros club de lutte à Toulouse, le Toulouse Lutte Club, qui rafle des médailles dans toutes les catégories d'âge en lutte libre. Donc je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. De la même manière qu'on a pas mal de personnes en équipe de France en grappling. Sur Toulouse, il y a au moins 3 ou 4 personnes, la dernière fois que j'ai regardé, qui sont en équipe de France de grappling. On a encore 2 personnes qui sont en équipe de France en lutte sur sable. Donc qui ont gagné le championnat de France, qui ont gagné les Open. Et en sambo, pareil, sur la région, on a beaucoup de personnes en équipe de France qui remportent tout un tas de médailles au niveau national. Et la grosse nouvelle, par contre, très grosse nouvelle, qui n'est pas arrivée, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, peut-être que c'est déjà arrivé, mais on a une équipe qui est en première division de lutte. Donc il faut savoir que première division, les clubs envoient en général des gens qui sont en équipe nationale. Certains vont chercher des étrangers qui ont potentiellement aussi des podiums européens voire mondiaux, donc c'est un niveau assez exceptionnel. Et là l'équipe de Toulouse a réussi à gagner et le championnat de France 3e division, dans la foulée 2e division, et donc se qualifier pour la première division. Donc cette année ils seront en première division. Combien de clubs en même temps dans cette division ? Ça se joue sur combien de... Je crois que c'est 8 clubs, il faudra que je vérifie. Avec des matchs aller-retour, le même principe qu'au football, on va dire. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on a une compétition qui aura lieu le 22 novembre à Toulouse. Donc vraiment, ça va être un gros niveau. Donc on peut venir voir d'ailleurs cette compétition. Oui, on n'a pas encore la salle où aura lieu la compétition, mais si vous voulez voir vraiment de la lutte de haut niveau et pas aller très loin, clairement, c'est l'endroit... 22 novembre, à Toulouse. Ouais. C'est noté, on fera passer l'information dans notre agenda. Quels sont les grands projets et la stratégie pour développer justement la lutte dans le département ? Alors dans le département... Ou en Occitanie, mais bon, alors déjà, quels sont les projets ?
Je vais commencer à titre personnel en tant que président déjà de club. Aujourd'hui, il faut savoir que la lutte a quand même beaucoup de visibilité grâce au MMA. Donc on a quand même pas mal de gens qui ont poussé les portes des clubs pour venir voir un petit peu ce qu'est la lutte, éventuellement juste grappiller quelques techniques pour compléter leur MMA. Mais au final, il y en a beaucoup qui adhèrent vraiment à la lutte. Donc c'est un des publics qu'on va chercher aujourd'hui. On va pas forcément chercher des gens qui n'ont jamais pratiqué, etc. On va plutôt chercher des gens qui ont envie de pratiquer la lutte pour compléter éventuellement le MMA. Donc ça, c'est un des premiers publics. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ça marche plutôt pas mal sur le club. Et aussi, on essaie d'aller éventuellement voir le rugby, par exemple. Ce sont des disciplines sportives qui sont demandeuses. C'est du combat. C'est ça, de l'opposition, un petit peu rugueux. Donc, c'est des disciplines qu'on essaie d'aller voir éventuellement pour donner quelques séances. Et puis après, peut-être que sur du moyen long terme, c'est des personnes qui vont revenir. Ensuite, on travaille vraiment beaucoup sur la beach. Pareil, la beach, on va chercher tout ce qui va être pas forcément des pratiquants de lutte, parce que paradoxalement, c'est une discipline dans laquelle on peut performer, entre guillemets, sans être spécialiste de lutte. Il suffit d'être un petit peu physique, de tenir debout. Donc on peut aller chercher des gens qui font du judo, on peut aller chercher tout un tas de personnes, des rugbyman, et ça marche plutôt pas mal. On va aussi travailler avec tout ce qui est scolaire. C'est ce que j'essaie de faire avec le club. On est très bien placé en fait. On a la salle vraiment juste derrière le collège. J'ai essayé de travailler le milieu universitaire. On a la fac qui est à 100 mètres. Donc c'est des milieux qu'on essaie aussi de récupérer sur les tapis. Ça marche plutôt pas mal. On a pas mal une convention potentiellement qui va se remettre en place avec l'université. Donc ça avance pas mal à ce niveau-là. Et après, sur le plan régional, on essaie surtout de soutenir les clubs avec les publics qu'ils ont. Et c'est là que je trouve qu'il y a un petit manque de communication, mais c'est parce qu'il y a un manque de visibilité aussi. On en parlera tout à l'heure avec les championnats du monde. C'est pas une discipline que spontanément les gens vont venir pratiquer. Et on n'a pas les moyens vraiment d'aller les chercher directement grâce aux médias, etc. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Pour le coup, c'est vrai que ce qu'on met en place, moi je sais que je peux le faire avec le club, mais les autres clubs ne sont pas forcément... Ceux qui sont dans le milieu rural, par exemple, c'est très compliqué d'aller chercher des gens sur la lutte. Et les grands rendez-vous 2026 et les perspectives, qu'est-ce que tu as à me raconter sur ça? Quels sont les projets à venir? Ou est-ce qu'il y a des événements qui vont se faire dans la région? Alors 2026, donc on l'a dit, il y a cette rencontre de première division qui va avoir lieu, qui me paraît être vraiment un événement majeur sur la région. On a... Ce qui est assez important avec le comité régional, c'est la formation. Ça fait, je crois que c'est la 3e année maintenant que le comité régional a mis en place un organisme de formation pour passer les BPGEPS. Donc là, c'est en train de vraiment exploser. Aux dernières nouvelles, je crois qu'on a 18 inscrits pour la formation de 2025-2026. Donc c'est assez conséquent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc là, ça vient de s'écouler, mais on le met en place tous les étés. On met en place une tournée de beach wrestling. Donc les gens du comité régional et ceux qui viennent aider des clubs, on se déplace un petit peu sur la Méditerranée. Le tour des plages, quoi. On fait le tour des plages et on vient proposer la lutte sur sable à tous ceux qui veulent venir essayer. Donc ça permet de montrer un petit peu l'activité, à voir est-ce qu'il y a vraiment une répercussion sur les licenciés. Mais en tout cas, là, ça permet de montrer qu'on existe et qu'on est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur les résultats, toujours pareil, on espère avoir toujours autant de médailles. On travaille pour, en tout cas, mise en place de tout ce qui va être des stages régionaux. Moi, en tant que président départemental, j'essaie de mettre en place des regroupements pour le sambo avec les clubs comme Montauban. Et j'aimerais faire pareil en fait avec la lutte et le grappling, que tout le monde se rencontre. Donc à voir quand est-ce qu'on mettra les dates, mais il y a des projets qui sont mis en place dans les mois à venir avec le CREPS de Font-Romeu. On essaie de faire des rencontres pour qu'on sorte un petit peu de nos clubs et qu'on progresse tous ensemble, quoi. Automatiquement, tout ça, c'est des projets, mais il y a eu aussi les mondiaux de Zagreb. Donc, c'est un peu une vitrine. On dit toujours, quand il y a des championnats du monde, bien sûr, ça tire vers le haut. Est-ce que c'est le cas pour vous dans une compétition comme ça? Et par rapport à la participation française, les résultats sont peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on espère. Comment tu vois ça? Sur un championnat comme le championnat d'Europe, championnat du monde, je pense que les répercussions pour les clubs en termes de nombre de licenciés sont vraiment quasi inexistants, si ce n'est inexistants. Contrairement à ce qu'on peut avoir avec les Jeux Olympiques. C'est sûr qu'avec les Jeux Olympiques, on a eu une augmentation du nombre de licenciés, ça c'est une évidence. Mais malheureusement, des compétitions comme les championnats du monde, ça reste encore assez confidentiel. Je regarde pas la télé, mais je crois pas qu'on en ait forcément entendu parler. Peut-être rapidement, vu qu'on a fait une médaille. On en parle quand il y a des résultats, on va être clair. S'il y a une médaille d'or, c'est plus facilement en médias. Et le résultat amène aux médias, quoi. C'est clair. C'est ça.
C'est ça, malheureusement, c'est vrai que c'est un manque, je trouve, sur la lutte. On n'arrive pas, même quand il y a des champions, je trouve qu'on n'arrive pas à mettre en avant suffisamment, donc on n'a pas une vraie répercussion, à mon sens. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est la vision que j'ai de la chose. Oui. Bon, là, on va essayer de mettre en valeur. Il y a quand même eu une médaille. Est-ce que tu peux m'en parler ? Tout à fait. Alors, c'est en lutte gréco-romaine, donc c'est un habitué des médailles. Il a déjà été médaillé plusieurs fois en championnat du monde, championnat d'Europe, et il était d'ailleurs qualifié aux derniers Jeux Olympiques. Donc, Ibrahim Ghanem, qui fait 2e. Il perd en finale contre quelqu'un d'extrêmement solide, mais assez serré, 4-2. Donc, c'est quand même, c'est pas une victoire très franche de la part de Laser. En catégorie moins de 72 kilos. Moins de 72 kilos, tout à fait. C'est oui. important de le dire, oui. Ouais. Et il y a une petite anecdote, en fait. Il y a eu un match en quart de finale qui s'est assez mal terminé. Il a blessé son adversaire involontairement. Et malheureusement, les articles de presse que j'ai vus parler justement du championnat du monde, ça parlait de cet événement. Et il a blessé, sans faire exprès, un adversaire qui a saigné. Les soignants n'ont pas réussi à arrêter le sang, donc il a été disqualifié. Donc Ibrahim a gagné son quart de finale sur un abandon à cause de saignement. Et ça s'est pas arrêté là parce qu'il a eu, je pense, sur les réseaux sociaux, essentiellement des menaces. Il y aurait eu une intrusion un peu plus tard dans la compétition, dans la salle d'échauffement. Donc voilà, c'était contre un Iranien. Pour avoir regardé le match, Ibrahim aurait pu aussi être blessé. Il y avait beaucoup d'engagement, c'était très frontal. Clairement, il n'y a pas eu d'action volontaire pour blesser, mais voilà, ça c'est un peu mal fini pour lui. Il a quand même réussi à gagner derrière, se reconcentrer et gagner sa demi-finale et faire une bonne guerre en finale. Il y avait une délégation de Françaises, d'une dizaine d'athlètes. C'est ça. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on a vu. Donc il y avait de la lutte libre, de la lutte féminine et en gréco-romaine. C'est ça, 4 en libre, 4 en gréco et 2 filles, ouais. Les résultats, c'est une seule médaille. Une seule médaille, mais on est passé à pas grand-chose de faire 2 autres médailles avec Pauline de Carpentier qui fait 5e, donc elle perd en place de 3 malheureusement, et Rakim Magamalov qui, pareil, un des grands espoirs de la lutte française, qui a seulement 21 ans et qui passe à pas grand-chose de faire une médaille chez les seniors. Donc c'est un petit peu une fierté régionale parce qu'il a été formé au club de Montauban. Malheureusement, il a dû quitter assez récemment parce que c'est un milieu dans lequel on gagne pas sa vie à cause de la lutte. Et on lui a proposé quelque chose ailleurs, donc malheureusement, il est parti. C'est le mercato de la lutte. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie donc du jeu. C'est un petit peu triste, mais voilà, c'est quand même un athlète extrêmement fort qu'on attend vraiment au prochain rendez-vous et je pense qu'il ira chercher encore des médailles mondiales et pourquoi pas olympiques, un de ces jours. Ouais. Et quel conseil tu donnerais justement à des jeunes de Haute-Garonne ou d'ailleurs, qui hésitent à s'engager dans la lutte parce que finalement, peut-être par méconnaissance du sport, qu'est-ce que toi tu as envie de passer comme message ? Venez pratiquer au Tuc-Lutte déjà. Non, n'ayez pas peur de franchir les portes d'un club de lutte. Je sais que ça peut faire un petit peu peur pour les parents des fois quand on voit les compétitions, sports de combat, les projections, etc. Mais c'est plus impressionnant quand on est à l'extérieur que quand on pratique. Mais quand je vois que les enfants entre eux, ils sont toujours en train de se batailler, et peut-être qu'avec des règles bien comprises, c'est peut-être aussi un débouché intéressant pour les parents qui veulent un petit peu que leurs enfants se calment. Finalement, quand on arrive sur un club, il se passe des choses, il y a des règles, il y a des choses à apprendre. Ça peut être aussi une très belle solution. Complètement. Malheureusement, on n'a pas tout ce code de l'honneur qu'on peut avoir au judo, qui a été vraiment mis en place dans tous les dojos, le respect, etc., tolérance. Mais c'est forcément lié à la lutte. Tous les personnes qui sont sur le tapis, on apprend à lutter ensemble, on progresse ensemble, donc fraternité, amitié, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui existe dans tous les clubs de lutte. Donc oui, si on a un enfant qui veut un petit peu bouger, venir le canaliser sur un tapis de lutte, c'est super intéressant. Et moi, pour le coup, je viens du judo, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus trouvé ma place dans le monde de la lutte. Donc j'encourage vraiment tous les gens qui ont un club de lutte à côté de chez eux, poussez la porte du club, essayez, et je pense que vous allez vraiment être accroché. Merci beaucoup pour cet échange, ton regard et ta passion qui nous fait découvrir une discipline riche et variée entre lutte olympique, sambo, grappling ou encore lutte adaptée, et j'en oublie, avec un comité tourné vers l'avenir et une ligue aussi, un comité régional aussi, l'inclusion et la formation. C'est un plaisir de t'avoir reçu et on t'invite quand tu veux à nouveau pour nous parler de ce sport et de voir comment nous on peut t'aider à peut-être en faire parler plus et à développer. Je te remercie vraiment de nous donner la parole en tout cas. Merci beaucoup à toi et à très bientôt. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Luc Poncelet, Elisa Guilloton et François Merillon. Et si on parlait de sport, mi-temps.
Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau, et si on parlait de sport, aujourd'hui on vous emmène du côté de l'Occitanie et plus particulièrement de la Haute-Garonne pour parler aviron, discipline olympique, sport endurance et de précision. L'aviron est aussi une école de rigueur et de dépassement. Pour en parler, nous avons 3 invités. Luc Poncelet, qui est le président de la Ligue Occitanie, Elisa Guilloton, jeune rameuse prometteuse déjà titrée au niveau national et international, et François Morillon, qui est cadre technique sportif en charge du pôle France Espoir. Bonjour à tous les 3 et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On va démarrer par le président. Luc, tu portes 2 casquettes, celui de président de la Ligue et coprésident du club de Villemur. Comment tu décrirais ton rôle au quotidien ? Présente-toi un petit peu à nos auditeurs. Oui, le rôle au quotidien, en fait, ouais, comme tu le dis, il a plusieurs facettes. Il a bien le côté club, entraîneur auprès des jeunes, et puis après il y a le côté institutionnel auprès de la Ligue et également aussi du comité départemental, puisque je suis aussi secrétaire général du comité départemental à Haute-Garonne. Mais voilà, donc c'est ça aussi qui est très intéressant, pouvoir d'un côté œuvrer pour les institutions, les clubs, accompagner, mais également les athlètes évidemment, puisque la vocation de la Ligue, c'est aussi bien promouvoir le sport de haut niveau et alimenter, on va le voir après, le pôle Espoir et France de Toulouse. Et les athlètes, on en a une avec nous aujourd'hui, on est très, très content de la recevoir. Elisa, bonjour, ton parcours il est impressionnant, championne de France indoor sur 2000 mètres, championne de France U19 en 4 U17, c'est ça 400 U19. Et en skiff aussi ? Oui. 2 sélections en équipe de France. Est-ce que tu réalises déjà tout ça, tout ce que tu as accompli ? Un petit mot sur toi, est-ce que tu réalises un peu tout ça ? Je sais que c'est déjà très bien, mais après, il reste encore plein de choses à faire et je verrai ce que je pourrais faire. Donc tout ce parcours-là, déjà, tu l'as accompli. Toi, tu es dans l'aviron depuis combien de temps ? Ça va faire bientôt 4 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger comme ça ? Enfin, pas plonger, de monter dans un bateau, on va dire, parce qu'on ne plonge pas. À la base, j'aimais pas trop l'aviron. C'est mon coach qui m'a trouvé grâce au rame en 5e. C'est un événement qu'ils font au collège et après, ils prennent les meilleurs pour faire une compétition. Et après, ils me forçaient un petit peu. Au début, j'aimais pas trop, mais après, grâce aux compétitions, j'ai bien aimé. C'est vraiment les compétitions qui m'ont donné envie de continuer l'aviron. Face au résultat, tu t'es dit j'y vais, quoi. Oui. Alors François, toi tu es en première ligne de la formation et des jeunes talents, donc tu t'occupes effectivement, j'imagine, un peu d'Elisa et d'autres jeunes autour d'elle. Avec ce pôle Espoir de Toulouse, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et puis d'autres fonctions que tu as ? Parce que j'ai vu que tu avais plein de choses, donc tu vas me raconter ça. Oui, donc effectivement, je suis manager territorial du haut niveau sur la zone sud-ouest. On en reparlera peut-être tout à l'heure par rapport à la nouvelle stratégie fédérale concernant le haut niveau et la haute performance. Bon, c'est un titre bien pompeux, mais en clair, je vais gérer tout ce qui est accès haut niveau et tout ce qui est haut niveau sur la zone sud-ouest, donc qui regroupe les deux ligues Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et je vais accompagner les clubs et les talents et les athlètes qui ont été détectés. Et puis en parallèle, je reste toujours responsable du pôle France Relève, parce que maintenant ça s'appelle un pôle France Relève, et du pôle Espoir, ainsi que on a toujours une section universitaire qui est un peu l'antichambre du pôle, qui permet d'avoir du coup une bonne quinzaine d'athlètes sur la structure et d'avoir une bonne émulation. Donc au quotidien, je m'occupe de l'entraînement des athlètes, de l'organisation des entraînements et puis j'ai
dois être attentif à ce que leur double projet, c'est-à-dire l'objectif sportif, mais leurs ambitions scolaires et universitaires, puissent coïncider au quotidien. Parce qu'il faut savoir qu'ils s'entraînent 2 fois par jour, à raison de 2 bonnes heures d'entraînement à chaque fois. Donc il faut réussir à caser ça dans un emploi du temps d'un lycéen ou d'un universitaire. Quelques mots sur François. Parce que en fait, là, tu es dans la fonction, mais d'où viens-tu et comment tu es tombé dans l'aviron finalement? C'est intéressant aussi de savoir à qui on s'adresse. Alors, comme Elisa, je suis arrivé à l'aviron grâce à moi. C'était mon père qui avait une connaissance, qui était entraîneur au club et qui m'a proposé d'aller ramer. Au début, j'ai pas accroché du tout, ça m'embêtait un peu. Et puis petit à petit, à force avec les copains, avec les objectifs qui arrivent, et puis avec un petit potentiel qui était sous-jacent, j'ai gravi les échelons très très lentement par rapport à Elisa. J'ai commencé à faire véritablement de la performance à partir de 19-20 ans. J'ai jamais été en équipe de France junior par exemple. Et puis par contre après, pendant 10 ans, je suis resté en équipe de France avec un titre de vice-champion du monde. Voilà, c'est quand même intéressant de savoir à qui on s'adresse. On va faire un petit point sur un état des lieux de l'Occitanie avec toi, Luc. La question, comment se porte l'aviron aujourd'hui en Occitanie ? Oui, en Occitanie, en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est une région où on a toutes les pratiques de l'aviron. Donc aujourd'hui, c'est 54 clubs. Alors tous ne font pas de l'aviron de compétition. Évidemment qu'on retrouve une trentaine de clubs labellisés, plus ensuite des clubs plus axés sur la pratique de la compétition de la rivière. On se retrouve à peu près entre 20 et 25 clubs qui sont vraiment dirigés vers l'aviron de rivière et surtout l'école de sport, parce que ça c'est important. On a des labels qui existent au niveau national et donc il y a des clubs qui ont à cœur d'aller chercher les 3 étoiles pour dire on a un club 3 étoiles formateur avec derrière des bateaux engagés sur les championnats de France et ainsi de suite. Voilà. Elisa, un petit mot de ton côté en tant qu'athlète. Est-ce que tu sens un peu cette dynamique régionale ? Comment tu te sens soutenu par le travail qui est fait par la Ligue ? Je pense déjà qu'il est bien parce que on fait des stages pour préparer la Coupe de France. Et je trouve que pour les petits clubs surtout, c'est bien parce que du coup, on peut ramer avec d'autres rameurs, d'autres clubs et apprendre à connaître les personnes des autres clubs. Et après, c'est plutôt fun pour faire du bateau long, surtout pour les petits clubs. Après, moi, je suis déjà dans un club où il y a pas mal c'est le club personnes. Tu peux citer ton club, vas-y. Le club de Beaucaire. Donc, il y a déjà pas mal de filles et je peux déjà faire du bateau long. Du coup, c'est plutôt cool, mais c'est surtout pour les petits clubs que c'est bien. Et justement, tu parles de beaucoup de filles, donc c'est une équipe. Comment vous êtes retrouvés quand même ? Parce que c'est une démarche de faire l'aviron aussi, il faut recruter. Comment ça s'est passé ? En minime, surtout, il y a beaucoup de monde parce qu'on recrute dans les collèges. Après, il y a des années creuses. Et au fur et à mesure, il y a moins de monde qui reste parce qu'après, avec le lycée, c'est de plus en plus dur. Donc là, en junior 2, on est, je pense... en junior, on est 6 filles environ. Donc c'est pas énorme, mais il y a assez de filles assez fortes. Donc on peut faire un 4. Et l'année dernière... avec ces 3 filles, on avait fait championne de France en 400. Bravo, superbe. Il continue comme ça. On va parler de la refonte du haut niveau après 2024. François, après les Jeux Olympiques, l'aviron français a lancé une refonte de son organisation. Si j'ai bien tout compris, quels sont ces fameux grands changements ? Le plus gros changement, c'est la création du Centre national d'entraînement à Vers-sur-Marne, le lieu où se sont déroulés les Jeux Olympiques. Ça, c'était prévu depuis un petit moment. On attendait la fin de l'Olympiade 2024 pour le mettre en place. Ça a pris un peu de temps. Il a fallu recruter aussi un nouveau directeur des équipes de France. Alors je dis à nouveau, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de personnes qui étaient aux manettes de l'équipe de France et il y avait besoin de changements à ce niveau. Et donc autour du CNE, il y a 4 pôles France relève et espoir. Donc Lyon, Nancy, Nantes et Toulouse, et qui vont être des têtes de réseau sur tout ce qui est accès au niveau et sur la haute performance au niveau territorial, donc au niveau de chaque zone. Donc il y a 4 zones en France qui ont été découpées. Ces structures sont destinées à alimenter le CNE par la suite. Le plus gros changement également, c'est au niveau de la programmation d'entraînement. Il faut savoir que depuis plus de
30 ans, on suivait la même planification d'entraînement, avec l'arrivée il y a 35 ans d'un directeur d'équipe de France qui s'appelait Brartmouth et qui avait révolutionné un petit peu tout ce qui était entraînement en aviron, et avec des résultats qui sont arrivés assez vite. Au bout de 2 ans, on a eu 3 titres de champion du monde, et les médailles ont commencé à arriver aussi au niveau des Jeux Olympiques, chose qui n'avait plus eu lieu depuis, je crois, une trentaine d'années, quoi. Donc là, ce gros changement, c'est que culturellement, là, on change de programmation d'entraînement. Il faut savoir qu'on fonctionne vraiment de manière centralisée, c'est-à-dire que la fédération, la DTN décide du programme d'entraînement. C'est découlé jusqu'au club quasiment, quoi. Et bien évidemment, sur les structures de haut niveau, on les applique. Et Luc, dans quel rôle joue un peu la Ligue d'Occitanie dans ce dispositif qui a été mis en place? Justement, comme il explique, il y a des choses qui redescendent. Comment tu mets ça en place, toi? Bien, on essaie de s'appuyer sur un technicien sportif régional sur qui on va s'appuyer. Donc c'est un salarié de la Ligue qui va aller vers les clubs et mettre en place, faire le relais, si on peut dire, entre ces programmes d'entraînement et également les décliner au niveau des clubs, et peut-être aussi aller chercher quelques talents, même si, François l'a dit, c'est son rôle au niveau régional. Néanmoins, ce TSR peut aussi être détecteur de talent, et donc ça fait partie du job de la Ligue. Et comme l'a dit Elisa aussi, il y a toute cette partie de stages. Donc tout au long de l'année, on réalise des stages pour les J16, c'est vrai, beaucoup. C'est nos rameurs, nos futurs rameurs. Il y a, comme l'a dit aussi Elisa, il y a ce programme de rame en 5e qui est mis en place, qui permet d'aller chercher, donc ça c'est un partenariat avec l'éducation nationale, qui permet d'aller chercher des jeunes qu'on amène ensuite vers une programmation, le challenge du jeune rameur. C'est toute une programmation au niveau national avec des épreuves tout au long de l'année. Et ensuite, bien sûr, les J16, là c'est le travail de la Ligue, parce qu'on rentre vraiment dans une démarche de compétition et de pouvoir les orienter ensuite vers les J17, J18, vers le pôle espoir de Toulouse. Comme l'a dit François, ce sont maintenant des pôles relève. Et la mission de la Ligue, c'est aussi pouvoir les alimenter. Approvisionner un peu toutes ces structures, en fait. Elisa, on va en parler un peu de toi, parce que ton parcours est intéressant. Comment ça se passe, un quotidien d'une jeune femme comme toi au Pôle Espoir de Toulouse? Est-ce que tu peux nous raconter une journée type? Comment tu organises ton temps? Pour expliquer un peu à toutes ces jeunes femmes qui vont écouter et qui dire, tiens, ça peut m'intéresser. Déjà, ça dépend chaque jour, parce qu'il y a des jours où j'ai 2 entraînements et il y a des jours où j'ai un seul entraînement. Du coup, une journée, si j'ai un seul entraînement, je me lève, je mange, après je vais en cours, je mange et après je vais à l'entraînement. Et après l'entraînement... L'entraînement, pardon, ça dure combien de temps, un entraînement d'aviron? Déjà, nous, vu qu'on vit au Creps, pour aller au pôle, il faut qu'on y aille à vélo. Ça prend à peu près 20 minutes. Et selon l'entraînement, ça peut durer 1h30, 2h30, je dirais. Et après... Alors après l'entraînement, vous reprenez le vélo, c'est reparti pour 20 minutes. On reprend le vélo, on rentre au crèche. Vous préparez les équipes de cyclisme aviron, alors c'est... On mange, et après, le soir, on a 1h15 d'études pour réviser tout ce qu'on a fait dans la journée et préparer les contrôles. Et après, quand c'est une journée avec 2 entraînements, donc... on fait 2 heures de cours le matin, on enchaîne avec l'entraînement, on mange, après on refait 2 heures de cours, et après on a encore l'entraînement. Donc une journée comme ça, c'est assez chargé, c'est assez intense. Ouais. Après, on est assez fatigué le soir, mais on a quand même l'étude. Après, au moins, on s'endort assez facilement. Mais ça te plaît? En fait, t'es passionné par ce que tu fais? Moi, j'aime bien. Et toutes les filles avec toi, pareil? Vous êtes combien au niveau du Pôle Espoir? Du coup, les filles avec moi, elles sont plus grandes, elles sont seniors. Elles dorment pas au Creps, elles dorment chez elles. Oui, il y a 2 filles avec moi. On n'est que 3 filles. Après, il y a plus de garçons. Et il y en a 2 qui sont au Creps avec moi, et eux aussi, je pense qu'ils aiment bien. Et tes ambitions pour la suite? Est-ce que, j'ai envie de te pousser le bouchon un peu plus loin, est-ce que tu penses déjà aux Jeux? Je parle bien des Jeux Los Angeles 32. C'est déjà demain. Los Angeles, je crois, c'est 2028. 2028, oui, pardon. 2028. C'est déjà demain. Pour moi, j'y pense pas trop, parce que pour moi, c'est très très loin. Déjà, faire des compètes à l'international, c'est déjà très bien. Et juste, mes objectifs pour l'instant, c'est de faire le maximum de
compétition internationale cette année et après on verra plus tard pour les Jeux Olympiques. Il y a un petit clin d'œil puisque j'ai entendu qu'il y avait les championnats d'Europe bientôt, c'est ça ? Donc on va te souhaiter plein de bonnes choses et du succès là-dessus. Luc, fin octobre, il y aura un rendez-vous important, la Coupe de la Ligue à Vichy. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. On va partager, puisque après je poserai une question aussi sur ce que ça représente. Enfin, oui, vous tout à couper fait. en deux la question. Ça me paraît intéressant d'avoir les deux réponses. Oui, pour la Ligue, en fait, la Coupe des Régions, c'est un peu c'est un rendez-vous important, en fait, qui quelque part rythme la saison et donne un objectif. C'est-à-dire que eh bien, ça permet, comme l'a dit Elisa, de travailler en bateau long, d'aller chercher des rameurs dans les différentes structures suite à des sélections, et ensuite de faire bien des bateaux des 4 ou des 8, c'est ça qu'on appelle les bateaux longs, et donc de créer une émulation et une identité régionale. Donc d'un point de vue ligue, voilà, ça c'est très important. Au-delà de l'aspect sportif, François vous en parlera un peu plus, mais voilà, d'un point de vue institutionnel, je dirais, on crée une identité régionale, et les jeunes se rencontrent, Elisa l'a dit, voilà. Et puis après, quand ils se croisent sur les bassins, salut, tu vas bien, voilà. Et puis même parfois, c'est l'occasion de faire aussi d'autres bateaux en dehors des bateaux régionaux. Alors justement, la question suivante, c'était à toi, François. Et qu'est-ce que ça représente cette Coupe de la Ligue finalement pour la fédération ? Alors c'est la Coupe de France des régions, je crois, que ça s'appelle. Enfin, ça change régulièrement de nom, mais la compétition. Alors on là la Coupe de France. Voilà, la Coupe de France. Déjà, c'est une épreuve où se disputent des sélections régionales. Donc il faut déjà réussir à se sélectionner au niveau régional pour participer à cette compétition. Ça se pratique en 4 et en 8, donc que du bateau long, parce que nous on appelle ça du bateau long. Pour une région comme l'Occitanie, qui est quand même composée de beaucoup de petits clubs, et Elisa l'a bien rappelé tout à l'heure, c'est l'occasion pour des jeunes de pouvoir faire une compétition en 4 ou en 8, et ça c'est pas donné à tout le monde. Ça c'est la première chose. Bien évidemment, première sélection chez un jeune, c'est énorme, et ça prépare déjà après aux sélections pour l'équipe de France. Le plus important, c'est que ça amène de l'animation et de la dynamique au niveau régional. Moi personnellement, en tant que cadre technique, ça me permet aussi d'avoir un œil sur les futurs talents et de les voir évoluer dans un groupe, et aussi de les faire travailler tout le long de l'année sur des petits regroupements ou sur des stages. Et bien sûr, ça se ponctue par une compétition nationale. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir un 8 J16, donc catégorie cadet, qui a gagné la compétition, et je crois que c'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc on a une bonne dynamique là actuellement chez les jeunes au niveau de l'Occitanie, et j'espère pouvoir m'appuyer là-dessus pour avoir des nouvelles recrues sur le pôle d'ici les prochaines années. Comme toute Coupe de France, c'est une vitrine en fait finalement pour peut-être aussi attirer les gens qui se posent des questions sur l'aviron. C'est aussi l'occasion de montrer un peu des compétitions. Une vitrine, on a beaucoup de compétitions en fait. On a pas mal de championnats de France, soit les championnats de France bateau long, bateau court, des championnats de France de beach rowing. D'ailleurs, on parlait de sélection tout à l'heure pour Elisa, mais Elisa va participer au championnat d'Europe de beach rowing. Alors attends, je t'arrête tout de suite là. C'est quoi ça ? Là, faut m'expliquer. Je sais pas où Elisa ou toi, mais c'est quoi le beach rowing ? Explique. Le beach rowing, c'est une compétition qui se passe à la plage. D'accord, ça c'est sympa. Alors, on les pieds dans l'eau. À courir sur le sable, on fait un sprint. Après, on monte dans le bateau. On fait un slalom de 250 mètres. On fait demi-tour. Après, on refait 250 mètres. Et après, il faut resprinter sur le sable pour taper sur un buzzer. Ça termine la course. Et c'est avec des bateaux différents. Alors, c'est comment ? Alors, ça se pratique en solo et en double, mais aussi en 4. Actuellement, au niveau olympique, parce que maintenant, c'est devenu une discipline olympique pour Los Angeles. Donc, la fédération commence à y mettre un peu des moyens. Je peux dire, en fait, en Occitanie, on a la chance d'avoir des plages, et on organise justement des beach rowing, ce qui permet aussi à nos athlètes d'avoir un petit plus par rapport à certains, d'ailleurs de pouvoir s'entraîner et de pouvoir pratiquer aussi ce genre de compétition. Et donc oui, les bateaux sont un peu différents, ils sont un peu plus larges, ce sont des bateaux d'aviron de mer que l'on utilise, avec aussi une petite particularité, ça c'est de la technique, c'est qu'on change la position des dérives pour qu'ils tournent encore plus vite. Parce qu'à ce demi-tour, qui est très impressionnant à voir, il faut aller le plus vite possible. Alors,
de loin, on dit ouais, ok, mais c'est technique et c'est physique, et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et puis bien sûr, on rajoute le côté fun avec les vagues, parce que derrière, quand il y a un peu de vagues, il y a du surf, il y en a qui prennent un peu de risques, donc il y en a qui chavirent. Ça donne vraiment. Et puis cette arrivée où on les voit courir, ils se jettent sur le buzzer. Voilà, ça donne quand même un côté fun. Disons que c'est une discipline qui est très médiatique. Je pense qu'on aura vraiment de belles images à Los Angeles. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est sous forme de duel. Donc c'est toujours deux bateaux à chaque fois qui courent l'un contre l'autre. Et c'est hyper spectaculaire, quoi. Donc on espère qu'on parlera d'aviron, alors avec l'aviron de rivière, parce que maintenant on appelle ça comme ça, aviron de rivière, mais aussi avec le beach rowing qui sera vraiment très spectaculaire. Dernière petite question, puisqu'on est en période de Coupe du Monde ou Championnat du Monde, est-ce que tu as quelques infos à nous donner sur ce qui se passe en ce moment ? Oui, la semaine dernière, c'était les Championnats du Monde à Shanghai. Et bien, alors, il y a du positif. C'est-à-dire, on a eu un bateau médaillé, vice-champion du monde, un 200 barreur senior dame, et ça faisait des années qu'on n'avait pas eu une médaille sur un bateau olympique femme. Je crois que ça faisait 30 ans. Et surtout, point important, il y avait une rameuse qui est pensionnaire du pôle de Toulouse, Ezekia Perron, qui était associée à Emma Cornelis, voilà, et donc qui ramène une médaille de ces championnats du monde. Alors, il y a eu d'autres bateaux, bien sûr, engagés, avec, comme l'a dit François, avec toute cette réforme post-Jeux Olympiques, c'est des résultats très, très encourageants. Voilà, il y a eu une interview donc du directeur des équipes de France juste avant, qui avait dit que voilà, donc c'est Antonio Moro Giovanni qui, à la suite du stage terminal, lui dit voilà, l'équipe de France est en train de se reconstruire et elle a passé un cap. Et je pense que voilà, ces résultats, alors ça n'engage que moi, mais voilà, il faut laisser la chance à ce nouveau dispositif de montrer un peu de quoi il est capable, ces nouveaux programmes d'entraînement, cette façon d'aborder. Ça fait 30 ans qu'on faisait ces programmes d'entraînement. Là, c'est une révolution. Voilà, il faut laisser le temps que ça se mette en place. Mais a priori, voilà, c'est en train peut-être de porter ses fruits. En tout cas, moi, je l'espère. Merci à tous les trois pour ces échanges passionnants. L'aviron en Occitanie, c'est une histoire d'énergie, de passion et de transmission. Merci à toi, Luc, pour ton engagement au service des clubs. Merci à toi, François, pour ton travail auprès des jeunes et des structures. Et merci à toi, Elisa, d'avoir participé et d'avoir partagé ton parcours, tes ambitions qui donnent envie de croire en l'avenir de ce sport. On suivra avec attention la Coupe des Ligues à Vichy. On espère que vous nous enverrez les résultats. Et bien sûr, les prochaines étapes vers le haut niveau et les Jeux. L'aviron est un sport exigeant, mais qui apporte aussi une formidable école de vie. Et c'est bien ce qu'on aime rappeler ici Et si on parlait de sport, à bientôt et vous êtes les bienvenus, comme on dit, dans cette émission quand vous voulez. Merci. Place à la prolongation avec une chronique spéciale événement Culture Glisse, le Pontline Contest 2e édition avec notre invité Pierre-Louis Aubry. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, on rentre dans cette prolongation avec cette chronique spéciale événement Culture Glisse dans l'émission Et si on parle de sport. Aujourd'hui, direction Toulouse pour parler glisse urbaine avec un événement qui monte en puissance. Le Pontline Contest 2e édition du 17 au 19 octobre 2025. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Louis Aubry qui est cofondateur de Culture Glisse et qui est un éducateur sportif spécialisé en sport de glisse. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Alors, avant de plonger dans l'événement, est-ce que tu peux nous parler un peu pour nos auditeurs, de qui est Pierre-Louis Aubry et quel est un peu ton parcours dans la glisse ? Je suis cofondateur de l'asso Culture Glisse, je suis aussi éducateur sportif, donc mon rôle au sein de l'asso c'est d'enseigner principalement, mais à côté j'ai une grosse part où du coup mon rôle c'est aussi d'organiser des événements qui soient compétitifs, démonstratifs, ou pour justement enseigner les sports de glisse aux petits, et tout ça, que ce soit auprès du grand public ou des privés ou bien des services publics comme les mairies. Super, donc on sait qu'on a un spécialiste avec nous. Alors après une première édition que vous avez réussi donc en 2024, le Pontline Contest revient cette année encore plus fort. En 2 mots, comment tu décrirais cet événement ? C'est un festival de sport de glisse. Le but, c'est de fédérer, de mettre en avant les différents sports de glisse urbains, encore une fois pour cette 2e édition. Et à côté de ça, de proposer des animations
culturelle, musicale, sportive, toujours pour le grand public, c'est accessible à tous. Le but c'est de se retrouver pour montrer un peu qu'est-ce que sont les sports de glisse, de quoi on est capable. Alors quand on pense glisse en France, on pense tout naturellement au Festival international de sport extrême de Montpellier. Pourquoi c'était important que Toulouse ait enfin son propre grand événement ? C'est des sports qui se développent de plus en plus, et ça partout dans le monde. On l'a bien vu avec l'arrivée de ces sports aux Jeux Olympiques depuis Tokyo, donc avec le BMX et le skateboard. Et nous, ça nous paraît très important de mettre en avant tout ça. Toulouse n'avait pas jusqu'à présent son événement d'ampleur en termes de sport de glisse. Nous, à force de réaliser des petites compétitions en skate, en roller, en trottinette, on a décidé aussi de se fédérer avec les différentes associations locales qui, elles aussi, de leur côté, font la promotion individuellement de sport de leur côté. Et du coup, on s'est fédéré pour organiser cet événement ensemble et pour proposer quelque chose d'ampleur. Comme tu dis, c'est donc un festival. Cette année, il y aura donc 5 disciplines qui vont être représentées, le skateboard, le roller, le BMX, longboard et trottinette. Et comment tout ça, ça va se dérouler ? Pour les nouvelles disciplines qu'on va accueillir cette année, en différence de l'année précédente, en plus, on va pouvoir découvrir le roller qui fait sa première apparition lors du Ponklin. Et en gros, on aura les compètes de principalement BMX, skateboard, roller, et ensuite des petites animations avec des mini-jeux pour le skateboard et le longboard. Justement, on parle maintenant de dimension olympique, après ce qui s'est passé aux Jeux de Paris 2024, la glisse urbaine a gagné finalement en visibilité. Est-ce que tu ressens vraiment un changement depuis les Jeux ? Un petit peu, on va dire surtout vis-à-vis des infrastructures qui sont énormément développées ces derniers temps autour de la région toulousaine, et du coup forcément les gens ont plus facilement accès à ces infrastructures, et donc le nombre de pratiquants augmente, et il y avait un vrai besoin de se renouveler dans cette voie. On va parler un peu de tout ce qui se passe. Il y a l'aspect sportif et puis tout ce qui se passe autour. On va parler de ce qu'on appelle le cœur battant de l'événement, le village Pontlin. Qu'est-ce qu'on va y trouver en fait pour les personnes qui vont vouloir venir vous voir ? Pour le village, on va avoir 2 parties. Une première plutôt tournée autour des animations, du coup pour faire des initiations, des mini-jeux, et ça pour tous les publics, que ce soit grand ou petit. Il y a aussi des ateliers de sensibilisation au handicap, à l'écologie. Et enfin, il y a la partie exposition, où là, on va plutôt retrouver des artistes ou des marques qui vont venir présenter ce qu'ils font, leur implication dans le monde de la glisse, et entre autres se préparer pour les petites soirées qui sont prévues lors du festival. Donc là, effectivement, on en parle tout de suite, mais donc c'est un stand, c'est des villages de stand un petit peu comme on trouve dans les gros événements où les gens pourront découvrir, déambuler, poser des questions, voir des ateliers. C'est ça, exactement. On passe bien évidemment, et c'est dans ce genre d'événement, à tout ce qui est la convivialité, musique, la fête. C'est pas que du sport, il y a aussi une belle programmation musicale. Ça nous tenait vachement à cœur de proposer de la musique. C'est une partie intégrante de la culture de nos sports parce que ce sont des sports street, urbains. Donc ça fait partie intégrante de tout ça. Et du coup, on se retrouvera pour le vendredi soir de 18h à 23h et le samedi soir de 18h à minuit. Avec du coup un festival plutôt, de la musique plutôt orientée électro, techno, drum and bass, ce genre-là. Que vous organisez ça aussi avec Jack and Roll. Comment est née cette collaboration ? Jack and Roll, on se suit depuis la création de notre association. C'est un shop qui tout de suite nous a accueillis les bras ouverts pour développer ces sports. Eux, ils sont surtout tournés autour du skate, du roller, de la trottinette, qui est une identité que nous, on a marquée dès le départ. Et du coup, c'est avec ces idées communes qu'on a commencé à faire des événements ensemble. Et puis, depuis, ça continue et on continue de travailler ensemble. Et c'est vraiment un plaisir, je vais dire entre guillemets, au quotidien, parce que nos échanges sont très réguliers, de continuer à développer tous ces sports à Toulouse, sur la scène toulousaine. Alors, comme tu le dis, souvent, Pontlin Contest, c'est pas forcément réservé qu'aux initiés. Non, pas du tout. Là, pour le coup, c'est vraiment ouvert à tous et on en profite justement le samedi et dimanche matin pour les personnes qui souhaitent s'initier, qui souhaitent découvrir ces sports avec des initiations en skateboard, en trottinette freestyle et en longboard proposées par les 2 associations Culture Glisse et ALT.
Et puis même en dehors de ça, pour ceux qui aiment le spectacle, qui apprécient regarder tous les sports de glisse, pas forcément besoin de pratiquer pour prendre du plaisir et se régaler lors du festival. Alors, il y a un aspect spectacle, comme tu l'as dit, festival. Il y a un aspect compétitif aussi, il y a une compétition en jeu. C'est ça, il y a 3 grosses compétitions. Pour le BMX et la trottinette freestyle, où on retrouvera entre autres des catégories professionnelles, et le roller qui, c'est sa première apparition sur le pont clean. Donc pour le moment, on se réserve avec 2 catégories amateurs pour moins et plus de 16. Mais pour cette occasion, il y aura des riders, des concoureurs qui viendront de partout en France et même en Europe. L'année dernière, on a des Colombiens qui étaient présents. Donc ça fait plaisir de recevoir tout ce monde. C'est la 2e édition, donc dans l'esprit, vous enchaînez pour l'avenir. Comment tu le vois cet avenir pour le Pontlink Contest ? On a déjà des petites idées qu'on a déjà depuis la toute première édition. On sait un peu vers quoi est-ce qu'on va se diriger. La première édition, c'était un test. Celle-ci, on va assurer notre position et continuer d'accueillir d'autres disciplines pour les fédérer. Et à partir de l'année prochaine, je le dis comme ça, mais on va peut-être profiter du fait qu'il y a un port collé au skatepark pour en faire quelque chose, à voir s'il n'y a pas des disciplines nautiques qui pourraient arriver dans le futur. Si tu devais donner une raison valable pour venir au Pontlink Contest 2.0, je vais dire, qu'est-ce que ça serait ? On peut venir pour le spectacle, pour la fête, pour rejoindre ses amis, pour découvrir une culture aussi. Il y a énormément de choses à faire qui sont prévues pour tous les publics qui viennent de partout, les grands, les petits, les initiés, les moins initiés. Et du coup, je pense sincèrement qu'il y en aura pour tous les goûts et que vous y retrouverez votre compte, votre plaisir en venant ici. En plus, c'est un événement qui est gratuit, ça se passe au skatepark des Ponts Jumeaux. Donc, c'est une bonne occasion de venir découvrir tout ça. Alors concrètement, tu dis que c'est gratuitement, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire. Est-ce qu'on peut trouver des informations quelque part ? Il y a un site, comment tu vas communiquer par rapport à ça pour ce public qui a envie de venir ? Bien sûr. Bon, il y a un petit peu de communication qui ont été faites sur le site de la mairie, un article sur la dépêche aussi. Mais sinon, nous, de notre côté, vis-à-vis des informations, on vous inviterait vraiment à nous suivre sur notre compte Instagram, qui s'appelle pontclean.contest, et le site de l'association Culture Glisse, qui là serait plus pour les riders, les participants qui souhaitent s'inscrire. Et même vous, si vous souhaitez participer à l'événement en tant que bénévole, c'est tout à fait possible. Il y a un formulaire qui est disponible dans la bio de l'Instagram. Et ça pourrait être une manière, à votre façon, de contribuer à l'événement. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Louis pour cet échange passionnant. On note bien les dates du 17 au 19 octobre 2025, skatepark des Ponts Jumeaux à Toulouse. 3 jours de glisse, de musique et de culture. On te souhaite bien sûr un super contest et beaucoup de succès pour cette 2e émission. Super, merci beaucoup Laurent, encore merci de m'avoir accueilli et on espère vous voir nombreux pour cette occasion. Eh bien nous on va jouer notre rôle de communicant pour faire passer ce message très vite afin de dire à tous ces gens qui ont envie de découvrir ce que c'est que le sport de glisse et toute cette nouvelle discipline, puisque depuis les Jeux Olympiques elles ont pris aussi un peu d'ampleur. C'est l'occasion ici à Toulouse de venir découvrir. Bravo à vous tous en tout cas et à très bientôt. Super, merci beaucoup. Et si on parlait de sport ? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 122e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Clément Gonzalez, Luc Poncelet, Elisa Guilloton, François Merillon et Pierre-Louis Aubry. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et votre passion. Merci à vous, auditrices, auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et c'est vous, notre moteur. N'hésitez pas aussi à vous abonner au site internet et si on parlait de sport.fr. Chapeau à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Belle Ombra, Sport Région et Dialogue Sport pour votre soutien. Vous aimez Et si on parlait de sport, passez de l'autre côté du micro et devenez membre ou supporter de notre association parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ces belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport ?